Je préfère prévenir. Parce qu'on va regarder une vidéo sur les prisons. Pourquoi les prisons ressemblent à ça? Il y a déjà tous les fous caldiens qui sont en mode panoptique, on connaît, on surveille, on a déjà tout lu, on a lu Surveiller et punir. Très bon livre, Surveiller et punir. Calmez-vous, on va quand même regarder la vidéo. Et je tiens à préciser aussi que je suis contre la prison. Ok? Je suis contre ça. C'est pas bien d'enfermer les gens. Après, c'est vrai que parfois c'est nécessaire, parfois c'est utile. Mais c'est pas bien. Ok, on est d'accord? On y va. Une prison sous haute sécurité où on peut voir des bâtiments à la géométrie bien particulière, de construction en rond ici, entourés de 2 immeubles en étoile là, et connectés à un édifice latéral de plusieurs centaines de mètres de long. Putain, mais c'est assez fascinant, c'est assez impressionnant, mais vous vous rendez compte comment on a imaginé, c'est-à-dire que nous les humains, on a construit des bâtiments aussi importants et on a eu toute une réflexion sur comment on peut enfermer le maximum d'individus qu'on n'aime pas dans un même lieu et le surveiller de la manière la plus efficace et la moins chère possible. Et ça donne des trucs comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est ouf. Quand on prend de la hauteur, on se rend compte que les prisons suivent des motifs bien définis. Des formes géométriques qui se retrouvent aux 4 coins du monde. Rond, carré, croix, mais aussi des étoiles, des prismes, voire des poteaux téléphoniques. Oui, bon, après toutes les formes, là, t'es en train de me faire toutes les formes. T'es en train de me dire que les prisons prennent toutes les formes. On en fait même un modèle réduit pour les gosses. Ah, tu veux dire l'école? Ces formes correspondent à un modèle de prison, une tentative... Ça, on est d'accord que c'est les prisons les plus efficaces, ça. Une île. Moi, je vois ça, je suis enfermé là, je fais, bon, bah, de toute façon, j'aurais la flemme de nager, en fait, donc c'est mort. C'est terminé. Bon, bah, je vais rester là toute ma vie, hein. C'est foutu, hein. Comment bien enfermer les gens? Comment bien enfermer les gens? Alors, quand il dit comment bien enfermer les gens, nous, on pourrait se dire de gauche, c'est comment bien enfermer les gens. Déjà, la question paraît absurde, mais de prendre aussi en compte leur humanité, de respecter leurs droits humains. Non, eux, c'est comment bien enfermer, pour bien les surveiller pour pas qu'ils partent. Comment on va faire? Voici le Presidio Modelo. Cette prison, elle se trouve à Cuba. C'est ici que Fidel et Raúl Castro ont été emprisonnés avant de mener leur révolution et d'y emprisonner à leur tour leurs opposants. Ces 5 bâtiments circulaires, c'était une promesse de prison modèle, mais qui a rapidement viré au cauchemar. C'est effrayant, ça a l'air effrayant cette prison. Pour le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. Vive la nation! On est en 1789, et une prison, ça ressemble à ça. Ça, c'est facile de s'évader de ce genre de prison. D'ailleurs, tu regardes les gens, tu regardes les écrits de révolutionnaires, alors pas seulement en 89, même plus tard, mais au début du siècle, des anarchistes, des communistes, genre même Kropotkin. Il faut savoir que Kropotkin, il avait été en prison, il avait été enfermé, et tu regardes leurs récits, et je pense que dans 90% des cas, ils ont réussi à s'évader. Genre Kropotkin a réussi à s'évader, t'as plein de militants anarchistes, communistes, enfermés dans des prisons et qui se sont évadés. Je suis en mode, mais c'était quoi ces prisons? C'était du gruyère, c'est une folie. C'est une folie. Nous, je pense que c'est pas possible que les gens s'évadent aussi facilement. Les gardiens étaient gays à l'époque, oui, je pense que c'est ça. Hein. En mode, t'attends juste que le garde il s'endorme, oui, comme dans les jeux. Des cachots, insalubres, où sont jetées les personnes en attente de jugement, quelques mendiants et vagabonds, fous et libertins. Par contre, là, ça devait être les conditions de vie, ça devrait être énorme. Et moi, la première question que je me pose à chaque fois, c'est pour pisser et pour chier. Ah là là, ça devait être horrible. Tout le monde devait aller dans un coin pour chier. Et donc, il devait avoir un amas de merde. Ah putain. Mais à l'époque, la prison, c'est pas une peine très commune. On y préfère les châtiments corporels, des peines publiques, expéditives, brutales. Oui, puis ça coûte moins d'argent, quoi. En fait, je veux dire, parce qu'il faut pas renier l'aspect économique de la prison. Hein. C'est-à-dire que c'était plus efficace de tuer quelqu'un que de le garder en vie. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait le nourrir. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Il fallait le nourrir, il fallait lui donner à manger. Voilà, ça coûtait de l'argent. Il fallait quelqu'un pour le surveiller. Donc, ça fait des financements. Donc voilà, hein, faut pas négliger ça dans la question de la prison. Hein. Oui, ça rapporte l'industrie parce qu'on a privatisé, parce qu'on les fait travailler. C'est horrible, hein, t'es en prison et en plus on te fait travailler. Moi je suis en prison, je suis en mode mais laissez-moi tranquille. Et là, oui voilà, tu fais des travaux forcés, ouais. Et on te fait travailler pour 10 centimes et tout, là, de l'heure. Pour un travail de merde et en plus t'es enfermé. En France c'est en partie privé, c'est quoi? C'est qu'il y a des services qui sont privés, j'imagine. C'est ça, en partie privé, c'est par exemple l'alimentation ou des trucs comme ça, non? Quand vous dites c'est en partie privé les prisons. Le pire, la cantine et le travail, ouais voilà. Ouais, en vrai le travail c'est mieux que l'ennui. Bah ça dépend, à vrai des aides, ça dépend quel travail.
travail. J'ai l'impression que dans les prisons américaines, tu as le travail le plus abrutissant qui soit. Mais c'est sûr que si tu veux un minimum de réhabilitation d'une personne qui est en prison et aussi de veiller à leur santé mentale, bah faut faire des activités. Mais si l'activité proposée c'est du travail à la chaîne, bah c'est pas ouf quoi. Tu deviens vite. Par contre, si tu as d'autres activités, même tu sais, des trucs tout simples, de la couture ou des trucs manuels et tout, là c'est déjà plus intéressant. La bouffe est générée par une boîte anglaise, c'est une vieille technique de torture. Aux US et aux UK, Sodexo a des prisons qui sont littéralement à bout. Parce que Sodexo, ils font pas que les prisons. Moi, je travaillais dans un centre social, les gens, c'était Sodexo la bouffe. Hein. Horrible. Horrible. La bouffe Sodexo. Oh là là. Oh, mais c'est comment on peut faire des bouffes aussi mauvaises? C'est grave. On est des vaches. On est des cochons. On est des cochons. Il n'y a aucun respect de l'être humain. Mais à partir de la Révolution, la France change d'air. Fini l'arbitraire de l'Ancien Régime, la France adopte la Déclaration du citoyen, puis son premier code pénal en 1791. Et avec ces textes, l'idée d'une juste proportion entre les délits commis et les peines prononcées. C'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à réfléchir à ce que devrait être une prison. Objectif, rendre les détenus moins dangereux pour la société. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment on rend les gens moins dangereux? En les enfermant. Moi, je pense qu'on rend les gens moins dangereux en les enfermant. En les mettant dans une prison et puis c'est tout. Est-ce qu'on doit les faire bosser dans des ateliers ou les isoler dans une cellule? Est-ce qu'on doit les amener vers la religion, les contraindre au silence? Mais vous allez pas me faire croire que ça, là, les ateliers, la prison, c'est fait pour rendre les gens moins dangereux. Mais c'est quoi cette malhonnêteté? Non, c'est fait pour enlever ceux qui sont pas trop productifs dans la société actuelle pour diverses raisons et notamment parce qu'ils vont dans la rapine et les rendre productifs. Là, le but, c'est pas de les rendre moins dangereux, c'est de les rendre les plus productifs possible et qui déstabilisent pas les autres qui sont productifs. En Vietnam, il y a des villages ouverts ou des zones de détention semi-ouvertes pour certains prisonniers. Mais ça, il me semble qu'il y a des trucs de plus en plus étudiés en France. Mais oui, l'idée de prison semi-ouverte et tout, ça c'est intéressant, mais même il y a des pièges et c'est aussi le truc de... C'est Jean-Marc Ouillant qui avait fait cette critique, mais je pense que c'était pas le seul à la faire. Mais vous savez, le bracelet électronique, c'est de plus en plus courant l'idée du bracelet électronique et t'as beaucoup de gens qui sont en mode ah bah c'est génial parce que c'est quand même mieux que d'aller en prison, le bracelet électronique et tout. Et Ouillant il était en mode oui mais bon faites gaffe parce qu'en fait ça veut pas dire qu'on enferme moins les gens, mais juste il y a moins de place en prison et donc ils mettent le bracelet électronique et en fait on va tous être prisonniers chez nous quoi. Ils auront même plus besoin de nous entretenir et tout, c'est juste nous, on sera enfermés de chez nous. On devra sortir pour aller travailler et voilà, on rentre à 17h chez nous et on est en prison. Donc il y a aussi des critiques à faire là-dessus quoi. Je veux dire, il faut pas seulement penser les conditions de prison, il faut aussi penser la justice et le fait et l'autoritarisme. Après je suis un gros cri, bracelet électronique ou pas, ça changerait à ma vie. Auquel état. Il y a des écrits criminologiques et sociologiques très intéressants sur les souffrances associées à ces prisons semi-ouvertes. Ça doit trop être bizarre les trucs semi-ouverts comme ça. Et il se trouve qu'en ce début du 19e siècle, il y a un modèle de prison qui commence à prendre de la vitesse dans le monde anglo-saxon. Un modèle dont les principes élémentaires se sont maintenus jusqu'à aujourd'hui, le panoptique. Foucault, c'est Foucault. Tu conseilles Surveiller et punir, moi de Foucault, j'avais beaucoup aimé Surveiller et punir. Le panoptique, c'est une idée du philosophe britannique Jeremy Bentham. Et le principe, c'est l'intériorisation de la surveillance. C'est une construction en cercle, élevée sur plusieurs étages avec des cellules sur tout le périmètre. Au centre, une tour de surveillance avec des gardiens à chaque étage, eux-mêmes supervisés par un chef au sommet du dispositif. Toute l'astuce du panoptique, c'est que les vitres de la tour de surveillance sont pensées pour être opaques. Les détenus ne peuvent pas voir à l'intérieur de la tour, les gardiens ne peuvent pas voir leur chef. C'est une folie comme on est horrible quoi. Résultat, tout le monde intériorise la surveillance et agit comme s'il était surveillé. Que le gardien les regarde ou non, qu'il y ait un gardien ou non. D'ailleurs, si vous travaillez dans un open space, la logique c'est la même. Mais revenons-en au panoptique. L'objectif numéro 1, c'est d'assurer une surveillance parfaite. Et l'objectif numéro 2, c'est de reformater les individus, de les conditionner à ce qu'ils suivent les règles, en prison, mais aussi une fois qu'ils en seront sortis. Et puis, dernier objectif, mais pas des moindres, la prison qui se surveille elle-même, elle va permettre de faire des économies. Le panoptique, voilà. C'est la prison idéale. Sauf que, non. Parce que cette prison circulaire, c'est une idée de philosophe, pas d'architecte. Et si le concept du panoptique a eu un impact considérable dans le développement des sociétés de surveillance, en tant que prison, le panoptique, c'est plutôt nul en fait. L'acoustique. Ah ouais, d'accord. Bah attendez, on va voir pourquoi. C'est pour ça qu'il n'y en a pas tant des prisons qui ressemblent à ce modèle. L'acoustique déjà. Avec cette forme ronde, l'écho infernal rend fou. Détenu comme gardien. La salubrité ensuite. Les volumes du bâtiment sont quasi impossibles à chauffer. On est à une époque où il n'y a pas encore de toilettes. L'évacuation des excréments de chacune des cellules est un casse-tête qui rend l'air vicié.
Et puis on est quand même sur un bâtiment technique. Cette disposition circulaire, cette coupole et ce toit, c'est cher et difficile à construire. Ce qui fait qu'on se restreint à de petits établissements. Rajoutez-y dictature fasciste, torture et sévices corporels, et vous obtenez le Presidio Modello, qui, malgré sa construction bien plus tardive, a conservé tous les écueils du modèle de Bentham. Bref, la prison panoptique est loin d'être la prison idéale. Mais alors déjà cette question, cette phrase, elle me paraît absurde parce qu'il n'y a pas de prison idéale. La prison idéale, on est tous d'accord le chat? Parce que là je fais une voix second degré, mais je suis premier degré aussi quand même. Mais je suis en troisième degré. C'est-à-dire que je suis premier degré, mais j'ai honte d'être au premier degré parce que ça fait trop phrase enfantine. Donc je fais du deuxième degré. Donc ça fait 1 degré plus 2 degrés, ça fait troisième degré. On est d'accord qu'il n'y a pas de prison idéale. Si on faisait visiter les prisons, les gens seraient moins pour le tout punitif. Je suis pas du tout d'accord, Alois le Belge. Je te trouve très optimiste. Hein. Moi, je te trouve touchant. Parce que tu t'es dit, en fait, il faudrait faire visiter aux gens les prisons. Ils verront que c'est horrible et ils seront moins punitifs. Non, c'est pas vrai. Les gens, ils seraient contents. Les gens, ils sont en mode, ils ont trop de droits, les prisonniers. Ils ont droit à une télé. C'est n'importe quoi. Je pense que vous sous-estimez les délires pervers des gens, quoi. Avant, j'étais fort dans la punition, mais avec l'UNIF, on a visité, ça a changé ma vision. Bah parce que toi, t'es un mec bien, Alois le Belge. Toi, t'es un mec bien. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont pas comme ça. Hein. Il y en a beaucoup, il faudrait les torturer presque, les prisonniers. Hein. Au Danemark, ils ferment les prisons, le taux de récidive est au plus bas. Les prisonniers ont accès à plein de choses. Non, mais oui, on sait tous, hein, on sait tous que plus tu vas, je veux dire, le modèle de ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ils sont dans l'extrême punitif. Il y a quand même de la criminalité aux États-Unis. Je veux dire, mais ça, c'est le b.a.-ba. Je comprends pas pourquoi les fachos veulent pas le comprendre. En fait, ils s'en battent les couilles. Mais tout montre que c'est pas parce que t'es le plus punitif possible que les gens vont arrêter de faire vont arrêter d'être criminels. Même la peine de mort, ça arrête pas. Vous voulez pas comprendre? C'est pas en étant la pire merde que les gens vont arrêter d'être des criminels. La prison de Philadelphie. Waouh! Et si elle n'est pas purement panoptique, on voit bien l'influence de Bentham. C'est un modèle de prison rayonnante. On reprend l'idée d'un point central, avec des gardiens qui ne surveillent plus directement les cellules, mais les couloirs de détention, disposés en étoiles. Depuis le centre, une personne peut facilement surveiller chaque couloir, sans que les détenus ne sachent si leur porte est observée. Mais l'idée avec ce modèle, c'est moins la surveillance que l'isolement. Ici, on cherche à isoler les détenus à tout prix pour éviter qu'ils ne se contaminent moralement. On veut que les détenus soient seuls avec eux-mêmes face à leur peine. Pour ça, les détenus sont répartis par couloir, selon la gravité de leur peine, et réduits à l'isolement permanent, de jour comme de nuit. Le travail se passe dans la cellule, elle-même connectée à une cour individuelle. Putain, mais c'est horrible ça. Oh là là. Non mais là il y a été... Oh mais ça c'est horrible. Isolé et t'as une cour individuelle. Je comprends pas trop, du coup il faudra plus de prison du tout. Bah ouais, ça serait cool, mais alors d'espèces où? Bien sûr que là dans l'état actuel des choses c'est impossible. Mais dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y ait plus de prison du tout. Et en fait, il faudrait plus de prison du tout parce qu'il faudrait plus de criminalité. Et pour ça, je pense que l'un des moyens, c'est aussi d'améliorer les conditions de vie des gens. Donc, premièrement, et aussi à penser à d'autres peines. Parce que moi, je pense pas, les gens, moi, je suis pas dans un monde où j'imagine qu'il y aura jamais de sanctions à donner aux gens. Je pense que même dans un monde égalitaire, il y a des gens qui vont commettre des fautes. Alors, je ne sais pas quelles fautes ils peuvent commettre, mais dès qu'il y a des relations sociales, il y a des fautes qui sont commises. Il y a des gens qui peuvent être méchants avec d'autres gens. Donc, il faudra réfléchir à des peines, mais les peines, voilà, c'est tout le truc de la justice réhabilitatrice, c'est pas forcément enfermer les gens, c'est des trucs plus dans la réparation, des trucs un peu plus constructifs. Donc moi je suis pas du tout dans l'idée de ah non mais tout le monde va tous être content, on va tous être sympa, il va plus avoir aucun malheur, plus aucun crime, plus aucune délinquance. Non, ça risque toujours d'exister, mais on peut penser à d'autres manières de sanctionner. Mais moi je pense pas que la sanction peut disparaître. Après dès qu'on pense prison, on pense fou dangereux qui veut récidiver. Bah oui, l'AMCEDO, oui, il faut pas oublier aussi que la majorité des prisonniers, c'est pour des petites peines, hein, c'est... Le pourcentage de gens qui sont là pour meurtre, pour des trucs extrêmement graves, c'est assez faible. Accessible que pour un prisonnier à la fois. Objectif, éliminer tout contact entre mais en plus, ils sortent même pas en même temps, c'est-à-dire que... Oh là là, non mais... Cette prison, en son temps, il s'agit du bâtiment le plus grand et le plus cher jamais construit. Non mais faut brûler ça. Faut brûler ce truc, c'est pas possible, c'est grave, c'est horrible. Alors forcément, elle va faire office de référence. Comme à Londres, avec la prison de Pentonville, qui reprend un principe semi-radial. On retrouve l'idée d'une séparation stricte, avec des espaces de promenade individualisés en camembert. Lorsqu'ils étaient déplacés, les détenus portaient des masques et avaient interdiction de parler. Mais le symbole d'isolement le plus marquant, c'est sûrement la chapelle cellulaire, où les détenus étaient contraints d'assister quotidiennement à la messe dans ces placards individuels. Mais vous êtes des malades, mais c'est quoi cette folie? Je connaissais pas ce truc, c'est ouf!
J'espère que ça n'a pas duré. Une véritable utopie cellulaire, qui va inspirer l'ancienne prison de Mazas à Paris. Regardez ça, regardez comment c'est déprimant, regardez leur cours. En plus, c'est vraiment que du goudron, il y a rien. Genre, tu marches, allez, tu fais des ronds, tac, tac, je marche, ok, je tourne en rond. Ok, je te jure, il y a des, je veux dire, il y a des hamsters en cage qui sont mieux traités. Ils ont au moins une roue pour courir. Mais aussi à Toulouse et jusqu'à Malte ou Buenos Aires. Bref, la prison de Pentonville est la prison idéale. Sauf que, non, parce que dans la prison de Pentonville, les détenus ont une fâcheuse tendance à devenir fous. Oh bah dis Isolement donc, mais c'est étonnant ça. Vous êtes étonnés les gens? C'est quand même dingue, moi j'y crois. Non, ah bon? Le régime d'isolement strict s'avère être une formidable machine à broyer le cerveau. Hallucinations, panique, dépression, suicide. Moins de 10 ans après sa mise en service, près d'un détenu sur 6 souffre de troubles psychiatriques. Et déjà 1 sur 6, je trouve ça peu, hein. C'est dingue qu'il y ait si peu de victimes. Une prison où on rentre délinquant et dont on sort délinquant et fou, c'est pas optimal. Mais ce qui retient l'attention des bâtisseurs, c'est aussi la perte de surface qu'induisent ces prisons en plan rayonnant. Face au nombre de détenus qui montent en flèche, on construit de nouveaux couloirs. Mais comme on peut le voir avec la prison de Philadelphie, on se retrouve avec des espaces triangulaires. Non mais alors vraiment si ton souci c'est ah on perd quand même de l'espace hein. Il y a quand même un espace un peu inoccupé, il faudrait peut-être qu'on pense à un autre modèle là parce qu'on n'arrive pas à faire fructifier le truc quoi. Oui, c'est pas optimum. Non, là, je pense qu'il faut penser à notre modèle, tu vois. Parce qu'on a tout ça de vide, on pourrait faire plein de trucs avec cet espace vide, tu vois, Daniel? Non. Prison Maker Simulator. Est-ce qu'il y a un jeu? Est-ce qu'il y a un jeu de simulateur de prison? Je suis sûr que ça doit exister. Ah, ça me donne envie de rejouer à Thème Hospital. Oh là là, ça y est. Oui, ça existe, Prison Architect? Bah, c'était sûr. J'ai envie de jouer à Thème Hospital, les gens. C'était trop bien. Ah putain, il est bien. Il est bien en plus. C'est un bon jeu en plus. C'est grave. Lorsque vous pratiquez un enfermement individuel a fortiori en continu, vous devez penser des aspects élémentaires de la vie quotidienne. Hein. La prison de Mazas, c'est 1200 cellules, c'est 1200 sièges d'aisance, 1200 tuyaux, et évidemment il faut penser la manière dont on va recueillir tout ça dans les sous-sols. Les prisons d'ailleurs vont être des lieux d'expérimentation. C'est la première fois que les architectes sont confrontés à ce type d'aménagement avec une telle ampleur. Je suis sûr il y a des architectes, ils étaient trop heureux de réfléchir à comment enfermer le mieux possible et à optimiser tout ça. Et ça les faisait jouer en mode du défi. Ah, j'en avais marre de construire des maisons. Alors là, on me donne un petit peu défi. Alors, ça me fait tortiller le cerveau, ça. Alors, comment je vais faire? Comment on va les enfermer et que ce soit que ça coûte le moins d'argent? Les tuer. Tu peux pas les tuer parce que maintenant, il y a les droits de l'homme. C'est relou. À l'époque, c'était plus simple. Maintenant, bon bah voilà quoi. On va établir un modèle de cellule qu'on va considérer à cette époque-là comme particulièrement performante. Hein. C'est à la fois en termes d'hygiène, en termes d'éclairage, en termes de... Non mais attendez, ça c'est pas une prison, ça c'est un appart sur Paris ça. Et ça on te le loue sur Paris, on te le loue 750 €. Non allez, 600 €. 600 € ça sur Paris. En plus t'as une fenêtre, t'as un coin pour travailler, t'as... Voilà quoi. Plus que 600, ça. C'est sur Paris? Ah oui, ça dépend le quartier. Oui, ça dépend le quartier. Mieux que le Crous. Moi, j'ai été au Crous. J'avais bien aimé quand j'étais au Crous. Mais j'étais dans un Crous, ça va, c'était pas l'horreur. Moi, j'avais le Crous, les gens, j'avais la chambre. Il n'y avait pas les WC et la douche dans la chambre. Hein. C'était WC, douche et cuisine partagée. J'avais qu'une chambre. J'avais qu'un lit, un bureau. Et voilà. Et j'avais bien aimé. Mais c'était horrible. Hein. Et je crois que je payais 180 €. Je crois, le mois, je payais vraiment pas cher parce que c'était le Crous, c'était qu'une chambre. Et mais en fait, j'avais aimé parce que j'avais 19 ans. Je partais de chez mes parents et c'était la vie étudiante. Je veux dire, c'était pas confortable. Mais qu'est-ce qui rattrapait? C'était la vie étudiante, c'était de rencontrer des étrangers, de s'amuser et tout. C'était ça qui rattrapait le truc. Moi, j'aurais quand même préféré vivre un peu plus dans le confort. L'indépendance pour la première fois, oui, il y a un côté galvanisant, exactement, Rochi. C'était cool. Moi, j'ai un très bon souvenir. Je me rappelle aussi, il y avait des Mexicains qui étaient dans mon étage et il neigeait et c'était la première fois qu'ils voyaient de la neige. Ils étaient trop heureux et tout. Bref, c'était cool. Moi, j'avais bien aimé mais bon, niveau conditions de vie, c'était pas ouf. L'hiver, parce que pour vous dire, et je me rappelle, l'hiver, le chauffage pendant une semaine ne marchait pas et donc je dormais tout habillé, mais vraiment grave habillé parce que qu'est-ce qu'il faisait froid et j'avais qu'une petite couverture et donc je dormais habillé de fou. Je me rappelle, c'était la première fois que j'avais aussi froid. J'étais en mode wesh, on est Germinal ou... Je squattais dans la chambre Crous de mon pote, on vivait notre meilleure vie, on était des gamines, ça peut pas durer sur le long terme sans être... Bah oui, mais quand t'as entre 18 ans et 22 ans et que c'était à la vie étudiante, t'es prêt à accepter ça. Genre t'es en mode, allez let's go, on s'amuse et tout, mais il y a un moment donné, voilà quoi. D'ailleurs faut quand même respecter les gens quoi. Le chauffage marchait à battre, je vivais la fenêtre ouverte en hiver, putain.
Bouillotte, ça dépanne. Ouais, mais j'avais pas les trucs et astuces, moi, hein. Avec une copine, c'est chiant, t'as le lit, une place, ouais. Bah, en face de moi, t'avais deux Allemands qui vivaient ensemble dans le même mètre carré, c'était le bordel. Et ils étaient heureux, il y en avait un qui tombait par terre, l'autre sur le lit, c'était le bordel. Ils étaient bien comme ça. Après, personne ne refuserait de faire la même dans 30 mètres carrés, exactement, oui, exactement. Derrière toute cette réflexion, on se demande finalement quel est le minimum vital pour un prisonnier. Quel est le minimum vital pour un prisonnier? Bah, je dirais que c'est le même que pour toute personne, en fait. Je sais pas, je me dirais que c'est le même minimum vital que pour les non-prisonniers. Mais bon, après, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein. D'autant plus qu'en France, l'encellulement individuel est rendu obligatoire en 1875. Et ça change tout, parce que qui dit un détenu par cellule, dit une cellule par détenu. Problème, on n'a pas autant de cellules. On entre alors dans l'ère des méga-prisons. Ça, c'est le centre. Parce que là, on était dans l'ère des prisons tout court. Oh putain. Ça fait peur. Mais ça, on dirait le 93, hein. On est d'accord que c'est le même modèle, les HLM dans le 93. Ça, c'est le centre pénitentiaire de Fresnes. Et lorsqu'il est inauguré en 1898, c'est tout simplement la plus grande prison du monde. 1800 cellules dans une disposition. Waouh, mais comment tu peux pas devenir fou? T'as un lit et j'allais dire un bureau, mais t'as une planche de bois et une chaise qui est même pas confortable. Comment tu peux pas devenir fou? Qu'est-ce que tu fais de tes journées, quoi? Un poteau téléphonique qui inspirera la prison des Baumettes à Marseille ou de Rikers Island à New York. Dans ce modèle, le point central devient un couloir, recréant des centres à chaque intersection. Un pari sur la densité qui ne renie pas pour autant l'isolement avec sa chapelle cellulaire. Oh là là, mais ça c'est Comment tu peux être prêtre et accepter, comment tu peux être un homme de religion et accepter de faire ton prêche dans ces genres de conditions? Tu parles de l'amour de Dieu et tout, devant des... Tu veux dire, c'est ça, ton public? Comment c'est possible? Mais la méga-prison de référence, elle est à Fleury-Mérogis. Ouais, cocorico, cocorico les gens, cocorico, c'est nous. Allez, on peut s'applaudir, ouais, bravo. Bravo la France, vive la France, vive la France. 3406 places de prison, 2 fois plus grande que Fresnes, 3 fois plus grande que Pentonville, c'est la plus grande prison de l'Union européenne. Ouais, aux armes, citoyens. Bordée par un centre de jeunes détenus et une maison d'arrêt pour femmes, la maison d'arrêt des hommes est composée d'un mur extérieur, dans lequel se trouvent les ateliers, d'un bâtiment hexagonal au centre et de 5 tripales, une disposition qui vise à limiter au maximum les flux des prisonniers. Contrairement à Fresnes, où la longueur des bâtiments allonge les temps de trajet, les tripales sont pensées pour maintenir les prisonniers dans un périmètre restreint, malgré le gigantisme de la prison. C'est dingue comment on est imaginatif, c'est dingue qu'on arrive à penser à ça, hein. Pour ce qui est des cellules, elles sont construites sur la base du modulor carcéral, une unité de mesure inspirée de l'architecte Le Corbusier, visant à déterminer... Oh bah tiens, c'est pas un FDP lui, Le Corbusier, on est d'accord? C'était un immense FDP, on est tous d'accord de ça. Visant à déterminer les dimensions idéales, ou plutôt minimales, d'une unité d'habitation. Attends, il a mesuré le corps humain, il s'est dit le minima pour vivre dans un corps humain, c'est ça. Et on s'est dit, ok, on fait le minimum dans lequel le corps humain peut se déplacer. Guillaume Gillet, l'architecte de Fleury-Mérogis, fixe ce modulor carcéral à 2,54 m et le décline ensuite en plusieurs sous-mesures qui dessinent une cellule d'environ 9 m². Ah mais c'est pour ça que le minimum habitable c'est 9 m²? Non mais... Ah ouais, d'accord, tout s'explique. D'accord, donc on mesure à partir de la prison. Vraiment. Oh là là, c'est grave. Je fais le test, c'est pas vivable. Moi, le minimum dans lequel j'ai vécu, il y a eu les 9 m², mais encore, c'est différent de la prison. Parce que, nous, on peut sortir, les gens. On peut sortir. Moi, j'avais même, on peut sortir pisser. Parce que moi, mon pipi, mes WC, c'était partagé. Merci, Zina. Mais là où j'ai vécu le plus longtemps, c'est dans 14 m². Et au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. 14 m², c'est... Moi, j'ai vécu, avant cet appart, là où je faisais les streams au départ, j'étais dans un garage, hein. Dans un garage aménagé, 14 m², hein. Et déjà, 14 m², j'étais en mode, c'est génial. C'est génial, j'ai un appart à moi, c'est génial, 14 m², c'est génial. Tout est optimisé, réfléchi, étudié, et c'est ce qui fait que la prison de Fleury-Mérogis est la prison idéale. Sauf que, toujours pas. 4 agressions en l'espace de 48 heures. Une évasion de la prison de Fleury-Mérogis. Et bon, ce petit jeu, on pourrait le continuer encore longtemps. Des prisons modèles, il y en a encore, mais ces modèles se cassent tous les dents sur un problème qui existe depuis aussi longtemps que la prison, la surpopulation. Sur un établissement qui est prévu pour 80 détenus, vous en avez 240, c'est-à-dire 3 fois plus. Aussi bien pensé que l'a été la prison de Fleury-Mérogis, ce modèle et tous les autres y restent prévus pour un détenu par cellule. Or, dans ces cellules du minimum vital, c'est très vite 2,
3 voire 4 détenus qui se retrouvent à devoir partager ces 9 mètres carrés. Ah oui, parce que oui, nous on parle de 9 mètres carrés, mais ils vivent à 3 dans 9 mètres carrés. Nous on vit à 1 ou 2 dans 9 mètres carrés. Vous allez mettre le matelas par terre comme partout, hein. On peut pas faire autrement, hein. Toutes les cellules sont à 4. Non mais tu peux pas vivre à 4 dans 9 mètres carrés. Non mais tu fais quoi? Non mais comment vous pouvez accepter ça, les matons, vous êtes responsables, hein. Pour moi, vous êtes là, tu dis rien, tu laisses vivre à 4, t'es complice. Une promiscuité qui rend la vie en prison infernale et qu'on retrouve sur tout le territoire. Au 1er janvier 2023, la densité carcérale dépasse Il y a tout ça de prison en France? Mais c'est une folie. les 120% dans 100 établissements français, passant même la barre des 200% sur les sites de Bordeaux-Gradignan, La Roche-sur-Yon, Foix, Perpignan, Carcassonne ou Nîmes. 80 000 prisonniers pour 68 000 places. Et l'idée, on va construire plus de prisons. Voilà, c'est tout. On n'a pas l'impression que ça change rien parce que, en fait, il y a des crimes, on fait des prisons, il y a de plus en plus de crimes, donc il y a de plus en plus de prisonniers, on construit de plus en plus de prisons. Et on pense que la prison va régler le problème de la criminalité. Mais on construit toujours plus de prisons parce qu'il y a toujours plus de gens qui tombent dans la délinquance ou la criminalité. Il n'y a pas un moment où ils se disent, en fait, la prison, ça ne change rien. Si tu es obligé de construire à chaque fois encore plus de prisons, c'est bien que ça n'encourage pas les gens à arrêter. Les droitards, on est d'accord que c'est logique ce qu'on vient de vous dire. Si tu es obligé de construire encore plus de prisons alors qu'on a déjà énormément de prisons, c'est que la prison ne règle rien. Plus de pauvres, donc plus de prisons, donc plus de pauvres. Quel raisonnement alternatif tu proposes? Vous foutez de la gueule, les gens. Je veux dire, vous faites comme si jamais rien n'avait été pensé, jamais rien n'avait été proposé. Je veux dire, les gens, les travaux sur les alternatives à la prison, il y en a 150. Et déjà, le premier truc à dire, au-delà de penser une alternative à la prison, c'est que le problème de la délinquance, c'est un problème aussi économique, de conditions sociales, et que tu as plus tendance à tomber dans la petite criminalité, dans la délinquance, quand tu as des conditions sociales qui sont fragiles. Donc un des meilleurs moyens de réduire la délinquance, c'est de participer, d'améliorer le système d'aide sociale et d'améliorer l'intégration des gens dans la société. Mais ça, on n'arrête pas de vous le répéter 150 fois. 150 fois. Je veux dire, ça vous faites semblant, il n'y a pas de solution alternative. C'est juste que vous avez envie qu'il n'y ait pas de solution alternative. Les délits ont été créés récemment aussi. Oui, non mais ça c'est tout. Parce qu'on pose, mais je vous ai déjà dit souvent, c'est qu'on pose souvent la question de la police et que la police est autoritaire et tout, mais on pose pas aussi la question de la justice et du législatif dans la criminalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que pourquoi la délinquance augmente entre guillemets, c'est parce que si la police est plus efficace entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va arrêter beaucoup plus de gens parce qu'elle a beaucoup plus de moyens. Deuxième point, il y a aussi que il y a des trucs que nous on considère pas comme une délinquance et que la prison considère comme une délinquance. Donc par exemple la consommation de drogue ou tout ça qui pourrait facilement être légalisé. Et donc on va enfermer. Et il y a des choses aussi où on va dire ça c'est interdit. Par exemple, voilà, c'est comme tu as dit, le squattage et tout. Ou on va dire ça c'est de la délinquance qui augmente. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi la question du législatif et de la justice à questionner dans le côté totalitaire et pas seulement la police. Même en réduisant les inégalités, il y aura toujours des gens qui trouveront une bonne raison de ne pas respecter la loi si tu veux, mais tu vas quand même réduire la délinquance en réduisant les inégalités. Donc oui, il y aura toujours des gens, mais je l'ai dit il y a des minutes, il y aura toujours des gens qui feront des choses pas cool. Et donc, mais on peut penser à des formes de sanctions qui ne soient pas seulement la prison, parce qu'on te montre que la prison, ça ne sert à rien. Les gens sortent même encore pire. Une fois sortis de la prison, souvent ils sont pires. Donc la prison n'est pas utile. Même dans ton truc de qu'est-ce qu'on fait, la prison n'est pas utile. Donc on peut penser à d'autres types de sanctions plus constructives. Donc je veux dire, je comprends pas pourquoi tu essayes de débattre. En attendant d'avoir le système parfait où personne n'a besoin de rien, on fait quoi? On lutte. Qu'est-ce que tu veux faire? On vous explique que enfermer les gens ne sert à rien. Que même la prison est ici l'école du crime. Donc en fait, il faut vous rendre compte que ce que vous faites ne sert à rien. Vous dites en attendant, vous faites quoi? En attendant, vous êtes en train d'empirer la situation. C'est ça le truc. C'est pas en mode ça marche. Je veux dire, c'est même pas on peut laisser le statu quo. C'est ce que vous faites empire la situation. Je comprends pas. Ah oui, mais on n'a pas d'autre solution. Mais c'est même pas une solution ce que vous êtes en train de faire. On voit tous les enfants qui sont en galère et tout. Voilà, je veux dire, donner plus de moyens pour avoir une meilleure éducation, pour avoir une meilleure aide, une meilleure assistance pour les personnes en difficulté, c'est déjà énormément de travail. Je comprends, tu veux pas dire que l'emprisonnement ne sert à rien, mais que le suremprisonnement est le problème. Mais même l'emprisonnement tout court est un problème parce que ça ne règle rien. Mais ça, c'est, je veux dire, mais en fait, ce que je vous dis, c'est pas seulement là où la problématique, c'est que c'est pas seulement la prison qu'il faut questionner. C'est tout le système de la justice, de la police, qu'est-ce qu'on sanctionne, comment on sanctionne, pourquoi on sanctionne, comment on crée la délinquance. Voilà.
Ça veut dire qu'il y a tout ça à questionner. C'est pas seulement le fait d'enfermer les gens. Et en plus, je veux dire, tout simplement le fait de sanctionner par enfermer les gens, quand on voit ce que ça fait aux gens qui sont enfermés, il faut se poser des questions. J'ai fait un entretien avec ça. Alors ça, c'est plus sur la police, mais elle parle aussi du répressif et tout, avec Gwenola Ricordo. Mais allez regarder les travaux de Gwenola Ricordo. 13-12 raisons d'abolir la police, qui est vraiment cool. Et ça vous permettra aussi d'aller sur d'autres travaux, sur la prison, sur la sanction, sur la justice. Et oui, c'est vraiment top, Gwenola Ricordo. J'ai fait un entretien avec elle sur Parole d'honneur. Mais voilà, il y a d'autres solutions qui existent. Mais surtout, c'est qu'il faut penser que la prison, il ne faut pas faire comme si elle était à part de la société. Elle a une fonction dans la société, et donc il faut aussi questionner comment ça se fait qu'on enferme autant de gens en prison, pourquoi on les enferme, quel type de public on enferme. Et je rappellerai aussi en termes de, je veux dire, c'est surtout les classes populaires qu'on enferme. Il y a une surreprésentation des classes populaires en prison. Et d'ailleurs, c'est souvent le parallèle que je fais. T'as des gens qui disent ouais, c'est les Noirs et les Arabes qui sont en prison, comme quoi les Noirs et les Arabes, ils sont beaucoup plus délinquants que les autres, comme quoi il y a un problème avec les Noirs et les Arabes. Il y a une stat que tu peux partager dans l'ensemble des pays, c'est que dans les prisons, on enferme en majorité, il y a une surreprésentation des classes populaires. Donc tu es en train de dire que les classes populaires sont problématiques, qu'il y a un problème, que bon, c'est bien la preuve que les classes populaires, faut faire gaffe, les classes populaires, voilà. Les bourgeois, alors font une autre type de délinquance, c'est l'évasion fiscale ou le blanchiment d'argent ou des trucs comme ça, des trucs qui coûtent énormément d'argent, hein. Je veux dire, la délinquance de la bourgeoisie, la délinquance en col blanc nous coûte beaucoup plus à la société que la petite délinquance, hein. Et pourtant, c'est celle qui est le moins poursuivie. Mais la prison, faut plus de prison. Plus de prison. On n'est que 1 ou 2 agents à l'étage pour 120 détenus, quoi. Le petit temps qu'on aurait pu prendre pour donner une petite information fait que la personne détenue qui, elle, est dans l'attente d'une réponse, va ruminer, elle va s'énerver, et puis ça va créer de la tension, voire des agressions. Il faut plus de matons, ouin. Oui, bon, après, les gens, lui, c'est le gauchiste des matons. Et vous avez vu, moi, je suis dans un discours en mode, dans l'idéal, c'est l'abolition des prisons. Mais si déjà, il y avait un peu plus de personnes qui pouvaient venir aider et orienter les prisonniers, venir, plus de personnes engagées pour améliorer le sort des prisonniers, ce serait déjà pas mal. Ça serait déjà pas mal, mais bon, après, dans l'idéal, il faut quand même la fin des prisons, quoi. Mais je suis pas non plus dans le monde ou rien. Je pense qu'il y a des gens qui sont actuellement en prison et qui souffrent, et que si on peut avoir déjà des petits avantages pour eux, des petites avancées, c'est déjà pas mal. Mais bon, voilà, c'est pas ouf non plus, hein. Je veux pas vous mentir que je suis en mode, oui, bon, même la réhabilitation, si on peut le faire, on va essayer de faire le maximum, mais c'est pas ça qui va résoudre la situation. Tu es pour la fin totale des prisons, quel que soit le crime, vraiment tous. Je pense qu'il faut réfléchir à d'autres types de sanctions. Il faut réfléchir à d'autres types de sanctions, et peut-être que s'il y a un crime, je sais pas, toi tu vas penser peut-être à un tueur en série et tout, il faudra réfléchir à quel est le type de sanction à faire sur lui. Toi, imaginons qu'il soit un danger et qu'il reste un danger pour la société, qu'est-ce qu'on fait de lui? Mais est-ce que seulement la prison, ça règle le truc? Je sais pas, mais après, ça c'est des questions à poser. Mais ça encore, par exemple, le tueur en série, par rapport à la population carcérale, c'est ça qui m'amuse avec vous. C'est que vous prenez l'exemple, en fait, vous dites, tu es l'abolition des prisons, et le tueur en série, mais vous prenez une infime partie de la population carcérale. Ça représente quoi? Les tueurs en série, les gens irrattrapables pour lesquels on peut rien faire, qui représentent un danger vital pour la société dans les prisons. Les gens, c'est une petite partie de la prison, c'est une infime minorité. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Parce que déjà, on emprisonne plus. Le recours à la détention provisoire qui permet d'incarcérer une personne mise en examen avant son procès a C'est ouf ça aussi, hein. C'est dingue la détention provisoire. Notamment bondi de 36% en 7 ans. Et puis on emprisonne plus longtemps, la durée moyenne de détention s'est elle aussi considérablement allongée, conséquence de la création de nouvelles infractions et d'une plus grande sévérité de la politique pénale. La vraie question qu'on doit se poser, c'est comment faire pour que ça ne recommence pas, et la réponse, c'est que la prison n'empêche pas que ça recommence. Ouais. Et surtout, je pense que la majorité, moi les gens, je vous dis que la grande majorité de la population carcérale est très potentiellement réhabilitable dans une société qui travaillerait sérieusement sur ce sujet, déjà en amont, c'est-à-dire en améliorant les conditions de vie des gens de tout le monde, surtout des catégories populaires, qui puissent permettre à tout le monde d'avoir une vie digne dans la société, d'être intégré dans la société, et qui puisse
permettre à la population carcérale de se réinsérer dans une société plus égalitaire de ce type-là. Et que oui, on peut largement se passer, mais pas tout de suite, ça c'est sûr que tout de suite c'est inimaginable même pour les gens, mais qu'à long terme, il faudrait la fin des prisons. Il y a aussi un grand nombre de personnes avec des problématiques psychiatriques dues au fait qu'on a baissé les subventions dans les HP. Bah oui, justice restaurative, réparatrice, réhabilitation obligatoire, suivi, soins, surveillance, réparation financière. Il y a 10 000 façons d'éviter la prison. Mais oui, mais ça c'est qu'il faut réinvestir dans les questions sociales, quoi. Il faut du suivi, il faut des gens qui soient vraiment dont leur travail soit de permettre cette réhabilitation, cette réintégration, mais ils ne peuvent pas faire ça si déjà il n'y a pas un modèle productif beaucoup plus égalitaire. Donc voilà, la question de la prison ne concerne pas que la prison en fait. Alors déjà que c'est le Club Med, imaginez si on améliore à peine les conditions. Je dis pas de pas le faire, mais bon, les gens ont l'air très heureux d'avoir des... Ben oui, non mais moi je vous dis depuis le début, moi je suis persuadé que la majorité de la population est extrêmement sadique et extrêmement en mode ah non, faut les enfermer et puis c'est tout, mais que parce qu'il y a aussi tout un discours médiatique et politique avec l'idée qu'il n'y a pas d'autre alternative. La prison, il n'y a que des gens dangereux qui veulent nuire à la société et que c'est la seule solution possible si on veut vivre en paix. C'est aussi que tout le discours médiatico-politique a été fait sur ça. Est-ce que vous avez déjà entendu un discours à la télé qui vient re-questionner ne serait-ce que l'efficacité de la prison en termes de prévention de la délinquance? C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, donc c'est normal que les gens pensent ça. Et pourtant, il y a une absurdité. Encore une fois, l'absurdité qu'il faut montrer aux droitards, c'est que vous dites qu'il y a plus en plus de délinquance, et pourtant, il y a plus en plus de gens en prison, et il y a toujours plus en plus de délinquance. C'est donc que la prison ne change rien. Tout simplement. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Il a été quand même le chef de gouvernement du président Macron, dans lequel il y avait, je pense, un record de ministres qui avaient des problèmes avec la justice. Quand même le niveau de foutage de gueule. Dans ton gouvernement, les gouvernements Macron, c'est là où tu avais une multitude de ministres qui avaient des problèmes avec la justice et tu viens nous faire le tu casses, tu répares et c'est tout. Voilà. Arrête un petit peu, arrête. Et ce qu'on dit rarement sur la surpopulation, c'est qu'elle ne touche pas les grands bandits ni les criminels dangereux. Pour eux, l'encellulement individuel est obligatoire et respecté dans les établissements pour peine. La surpopulation, elle concerne en écrasante majorité les détenus en maison d'arrêt, condamnés à des peines de moins de 2 ans ou des prévenus en attente de jugement qui sont donc encore présumés innocents. Et dans ces conditions, le risque c'est qu'ils en ressortent plus dangereux qu'ils n'y sont rentrés. Bref, s'attaquer à la surpopulation, c'est pas de la grandeur d'âme. C'est certes une question de dignité, mais aussi de sécurité, dans les murs de la prison et en dehors. Une question d'effectivité de notre système pénal. Bon, l'angle de la vidéo, c'est pas du tout sur le même. Hein. Eux, ils sont vraiment en mode de le rendre un peu plus humain. Voilà, c'est vraiment ça leur angle, de le rendre un peu plus humain et un peu plus efficace. Raison pour laquelle on cherche aujourd'hui à créer des places de prison, comme avec ce plan qui vise à construire 15 000 places supplémentaires à l'horizon 2027. Mais de là à résoudre le problème... Les sociologues ont aussi montré que dès l'instant que vous annoncez que vous allez construire de nouvelles places de prison, il peut y avoir cet effet d'appel d'air, hein, où finalement on a de nouvelles places, donc on peut incarcérer un plus grand nombre. C'est une folie, hein. C'est une folie, c'est dingue. Il y a des prisons, il faut les remplir. Donc voilà, comme quoi la prison ne règle rien, au contraire. Plus t'as de prison, plus tu vas vouloir enfermer des gens, quoi. Voilà. On se retrouve assez vite dans une nouvelle situation de surpopulation. Alors, pour certains spécialistes de la question, c'est le modèle du tout carcéral qu'il faudrait interroger. On incarcère, donc il faut loger en maison d'arrêt. Je pense qu'une des solutions, c'est de dépasser aussi le modèle de la prison. Oh là là, des gens spécialistes qui travaillent sur le sujet. Mais ça, c'est pour ça les gens que je dépasse pas avec les droitards, parce que à chaque fois sur ce sujet-là, c'est juste qu'ils n'ont pas envie d'aller lire sur le sujet. Qu'ils ont juste envie de dire, ah vous êtes, waouh, le monde des bisounours, en fait ça n'existe pas, en fait vous proposez pas de solution. Il y a des gens qui proposent des solutions, il y a des gens qui travaillent sur le sujet, ils vont pas le lire parce que ça les arrange pas. Ils sont en mode, non, ça n'existe pas, non, c'est une gauchiste. Puis les dommages collatéraux de l'incarcération sur l'entourage. Bah oui, c'est vrai, Pomme, que j'en ai pas du tout parlé, mais ça impacte pas que le prisonnier ou la prisonnière. Alors en majorité le prisonnier, mais aussi la prisonnière, c'est aussi toute la famille, c'est vrai. Merci de la précision. C'est pour moi un argument de taille. On enchaîne les innocents, horaires de visite, stigmatisation, surveillance, fouille, et ces victimes sont en majorité des femmes. Oui, parce que c'est beaucoup soit la sœur, la mère, la femme qui va voir le prisonnier. Hein. C'est vrai que c'est souvent elle, c'est souvent la femme qui est la victime collatérale de la personne qui est en prison. Alors
Alors beaucoup la mère, moi je pense que c'est beaucoup mère et femme, la compagne du prisonnier. Un exemple tout simple de ça, c'est les violences policières. Vous avez vu que c'est des combats qui sont portés aussi beaucoup par les femmes, que ce soit, alors c'est beaucoup les sœurs, mais ça peut être les mères, voilà. Donc c'est assez intéressant que dans les figures majeures des violences policières, ce soit essentiellement en énorme majorité des femmes qui portent ces combats. Aussi des victimes collatérales des violences policières. Les femmes qui tombent en prison sont aussi beaucoup plus souvent abandonnées par leurs conjoints. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais cette info ne m'étonne pas du tout. C'est vrai que t'as beaucoup plus ce truc, le mec est en prison et la femme va rester, en plus le mec va lui faire du chantage et tout, alors que je pense que dans l'autre sens, je pense que la femme n'essaye même pas de faire du chantage, elle sait que bon, ça sert à rien. J'imagine qu'il y a très peu de mecs qui se sont dit je vais rester pour elle, comme les femmes malades contre les mecs malades. Encore une fois, tout le projet de la prison, c'est de plier l'individu à la volonté de la puissance publique, mais on n'a pas encore inventé le système où ça marchait à coup sûr. Alors la prochaine prison modèle sera-t-elle toujours une prison ? Non, ça sera plus de prison. Après, le problème, c'est que les droitards, les autoritaires ont aussi compris que le futur, c'est pas dans les prisons, c'est dans les prisons chez soi. Enfin, plus un établissement pénitentiaire, mais qu'on soit tous un peu en prison chez soi, quoi. Et notamment, ça, c'est un peu ce qui arrive avec le bracelet électronique, je l'ai dit en début de stream. Mais l'idée que, bon, bah, on va travailler, tu dois rentrer chez toi, sinon ton bracelet sonne, voilà. De toute façon, quelle que soit l'organisation intérieure et quel que soit le confort que l'on puisse donner aux individus dans un établissement pénitentiaire, ce sera toujours une privation de liberté. Ouais, merci, super conclusion, hein. Super conclusion, dans tous les cas, ce sera une privation de liberté. Bon, bah, Basé, hein. Basé, ça va, il était pas trop mal. En fait, j'avais un peu peur en me disant, bon, mais ils veulent juste une amélioration des conditions de vie dans les prisons. Après, c'est aussi un truc à défendre. Mais la conclusion est Basée, hein.